La thématique, c'est très bien quand tu as le vent dans le dos. J'achète, je porte, et puis je me laisse porter. Trouvons les actifs qui correspondent aux stratégies et allons chercher l'argent. Une SCPI qui distribue 4 ou 4,5, ça va pas tenir longtemps. Si je devais acheter tous les actifs qu'on m'a présentés comme des opportunités, je pense que je ne serais plus dans ce métier-là. Bonjour à tous, bienvenue dans MNK Talk, nouvelle émission chez MNK où on renverse les codes, on accueille nos conseillers en gestion de patrimoine pour discuter, échanger, pas d'interview, pas de langue de bois, que de la vision et de la conviction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Dagnano, président d'Eternia Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Bordeaux et dédié aux entrepreneurs. Bonjour Romain. Bonjour Mansour. Tu vas bien? Bah écoute, très bien et toi? Super. Alors, avant de commencer Romain, petite question cocasse. Il paraît que tu es docteur patrimoine. Ouais. Quel lien entre médecine et patrimoine? Eh ben finalement, conseiller en gestion de patrimoine, c'est quoi? C'est jamais qu'un médecin généraliste de l'épargne, du patrimoine et de la fiscalité de ses clients. Donc l'analogie, elle était toute trouvée. Et la mission que Aeternia s'est donnée, c'est de rendre la compréhension des termes qui sont trop souvent techniques, on utilise trop souvent du jargon dans notre métier. Et le but du docteur patrimoine, c'est rendre tout ça fluide et compréhensible. Ok, donc tu guéris ou tu anticipes les maladies du patrimoine? On prescrit. On prescrit. Très bonne réponse. Alors, dans cette émission, MNK Talk propose de tirer un thème. Bien sûr, ça tourne autour de l'investissement immobilier, métier de MNK. Et donc, on aura le plaisir de se poser des questions croisées là-dessus. Donc voilà, je te laisse tirer au sort. Allez, voyons voir. Une main innocente. Ouais, pour un thème, je l'espère, dans tous les cas, intéressant. Ah, les néo-SCPI. Alors, néo-SCPI veut dire nouvelle, jeune, versus peut-être ancienne. Est-ce que c'est fondamentalement des SCPI qui disruptent, à ton avis, ou est-ce que c'est des SCPI qui apprennent du passé? Eh bien, ça pourrait finalement être les deux. Néo, ça veut dire nouvelle. Alors, la question, est-ce que la nouveauté est juste d'avoir créé la SCPI en 2024 ou en 2025, ou est-ce que la SCPI doit apporter une nouveauté? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Tu as en tête combien il y a eu de lancements je crois en un an et demi 20, 24. Ah, plus, ouais, je crois. Sérieux? Je crois qu'on est à une quarantaine, ouais. En quoi, 2-3 ans? En un an et demi ou 2 ans. C'est un complet renouvellement de la gamme. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est justement distinguer ce côté opportuniste du côté innovant. Parce que l'opportunité, évidemment, on l'a tous en tête. Un marché immobilier qui a baissé. Donc finalement, lancer une SCPI en 2024 ou 2025, c'est sans doute plus facile qu'en 2021 ou 2022. Probablement. Bon. Donc l'opportunité attire. De toute façon, il y a une demande et quelque chose à faire, donc il y a une offre qui se crée. Maintenant, pour nous conseiller, ce qui est important de déterminer, c'est en fait, parmi cette offre, lesquelles apportent un vrai plus à nos clients et effectivement lesquelles ont pu apprendre de ce qui s'est passé ces dernières années. Exactement. Alors la question là-dessus, c'est, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, une SCPI, alors c'est quoi? C'est la jeunesse, c'est l'agilité, tu parlais d'innovation. Je vais d'abord te répondre par ce que je veux pas. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est un premier filtre. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Quelles ont été les SCPI qui ont souffert? Parce qu'on a eu un marché qui a deux vitesses, un marché qui a souffert, une partie du marché qui a souffert, une partie du marché qui a su saisir des opportunités. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas, à mon sens, une question d'ancienneté, de taille. On a des CPI historiques et de taille assez importante qui ont finalement passé cette période. Voilà, ce n'est pas la majorité, mais il y en a. À l'inverse, il y en a des très institutionnelles, très grosses, très installées, qui finalement étaient celles qui étaient plébiscitées par le marché, parce que peut-être que cette taille et cette ancienneté présentaient un côté rassurant. Elles ont très mal vécu cette période. Bon, cette période, c'est quoi? C'est l'augmentation des taux d'intérêt essentiellement. C'est peut-être ce qui peut arriver de pire au marché immobilier. On passe entre autres, taux négatifs à 4%, c'est considérable. Et en fait, qu'est-ce qu'elles ont payé, ces SCPI qui ont souffert? C'est essentiellement une stratégie de passivité.
à mon sens. Donc pas d'anticipation. Pas d'anticipation. En fait, une sorte de stratégie de buy and hold, hein, si on peut faire un petit peu d'anglicisme. Hein. Finalement, j'ai des taux d'intérêt négatifs, donc si j'achète des actifs qui rapportent 4, 4,5%, je suis plutôt confortable dans le marché. Je présente un rendement qui, facialement, semble intéressant pour mes investisseurs. Quand les taux étaient négatifs. Quand les taux étaient négatifs. Aujourd'hui. Voilà, en comparatif. Évidemment, tout ça, c'est sujet à une augmentation brutale des taux d'intérêt. Et là, d'un coup, mon rendement sur un patrimoine que je n'ai pas entretenu à 4 ou 4,5%, il devient finalement très peu attractif, hein, puisque j'ai du monétaire. Il y a encore un an, on avait du monétaire qui me rapportait la même chose. Donc tout ça pour dire que ce qui est à ne pas reproduire, c'est cette stratégie. Finalement, j'achète, je porte, et puis je me laisse porter. Et en fait, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Donc ce que tu dis, c'est que nouvelle ou ancienne, peu importe. Peu importe. L'essentiel, c'est la stratégie. Comment on l'anticipe et comment on est agile. Exactement. Donc ça, c'est la première chose que nous, on ne veut pas voir dans les SCPI qu'on recommande à nos clients. La deuxième, c'est l'indépendance. Si j'ai un institutionnel qui représente 30, 40 ou 50% de la capitalisation d'une société, je ne peux pas penser qu'il y a un traitement équitable entre l'investisseur qui va avoir 10, 15 ou 20 000 euros d'une SCPI et l'assureur qui en a 400 ou 500 000. À chaque fois sur le marché qu'on a vu comme ça une disparité et des particuliers qui jouent dans la même cour que des institutionnels, c'est pas ça. Donc la SCPI pour toi est un produit grand public. La SCPI est et doit rester un produit grand public à destination de nos clients, investisseurs particuliers ou assimilés particuliers. Hein. On peut faire de la trésorerie d'entreprise avec la SCPI, c'est pas ça le sujet. Ce que je vise vraiment là, c'est les gros acteurs qui ne peuvent pas jouer dans la même cour que nos clients. Parce qu'on a notamment vu au moment de la crise Covid que finalement, ils n'ont pas du tout la même appréciation du risque, de la volatilité, et c'est des acteurs qui peuvent très bien, sur une décision très brutale et très rapide, sortir complètement d'un marché. Complètement. Parce qu'ils assurent la liquidité, effectivement. Donc là, on a vu ce que tu ne veux pas dans les SCPI, mais finalement, qu'est-ce que tu attends de ces nouvelles SCPI fort de ce contexte, de ce qui s'est passé, probablement d'une crise que tu as dû aussi aborder avec tes clients. Quel est ce retour d'expérience aujourd'hui ? Eh bien, finalement, on va chercher, tu t'en douteras, quasiment le pendant inverse de ce que je viens de te décrire. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, une SCPI, ce qu'elle doit offrir à nos clients, c'est une vue à long terme. C'est-à-dire que nos investisseurs sur une SCPI, ils ne cherchent pas un coût, ils ne cherchent pas un rendement sur 1 ou 2 ans, c'est pas vrai. Okay. Alors effectivement, hein, on présente souvent les néo-SCPI sous l'angle du rendement extrêmement attractif les premiers mois. Ce n'est pas le cœur du réacteur. Pour moi, ce qui va être pertinent, c'est d'avoir un capitaine qui est capable d'assurer la performance pour nos investisseurs sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est la durée moyenne de détention d'une SCPI. Donc le gérant, finalement. Le gérant, l'équipe de gestion. Hein, et je ne peux pas penser qu'il n'y aura pas de cycle pendant 20 ou 25 ans. Que ça soit finalement sur les marchés financiers ou l'immobilier, moi j'ai la conviction que les cycles vont être de plus en plus courts. Les crises de plus en plus fréquentes. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une équipe de gestion d'une SCPI, elle doit savoir aussi bien vendre que acheter. Et pour ça, nous on pense, en tous les cas, que pour pouvoir vendre, arriver à un moment où on peut vendre dans les SCPI, c'est qu'il faut avoir une vraie politique de gestion et surtout de gestion de la collecte. Hein. Tu parlais des institutionnels tout à l'heure. Absolument. Si les robinets sont toujours ouverts, à un moment, il n'y a pas de vente. Je suis complètement d'accord. Et c'est finalement, tu me fais la transition vers le deuxième critère, c'est la maîtrise de la collecte. C'est-à-dire qu'en fait, une SCPI, elle doit avoir des cibles d'investissement parce qu'elle a déterminé qu'à tel endroit, sur tel secteur, il y a une opportunité et elle doit aller chercher les fonds en fonction de ce qu'elle a déterminé comme objectif. À partir du moment où tu commences à faire l'inverse, c'est quand même un changement de paradigme. Hein. Moi, qui a vécu dans le monde des SCPI pendant des années, il n'y a que depuis récemment qu'on commence à entendre ces logiques de dire trouvons les actifs qui correspondent aux stratégies et allons chercher l'argent. Ce qu'on fait dans les fonds professionnels en général, mais dans les SCPI, c'est plus on ouvre le robinet et on verra ce qu'il y a à manger ou à boire sur le marché. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu le bon sens toutes ces années ?
Probablement, c'est l'euphorie. Voilà, Donc, faire très attention surtout sur les néo-SCPI, faire attention que... Alors, néo, j'aime pas trop ce terme. C'est plus de dire, c'est des nouveaux entrants sur le marché. Alors, les gérants peuvent ne pas être des nouveaux entrants, mais la SCPI peut être récente. Mais derrière, il faut faire attention à ne pas sombrer dans cette euphorie, de dire que tout va bien et que finalement... Est-ce qu'à ton avis, ce qu'on appelle les KPI aujourd'hui de lecture des SCPI, est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas aussi les changer? Donc, tu parlais tout à l'heure de rendement élevé, certes. Après, bon, ça reste un produit de rendement. Oui, bien sûr. Il faut bien vendre du rendement quelque part. Mais les sociétés qui disent, nous, on collecte énorme, ou les classements de collecte, est-ce que tu penses que vraiment c'est un indicateur de performance? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, et ce n'est pas forcément un indicateur de non-performance non plus. C'est-à-dire que je peux collecter beaucoup, finalement, si j'ai la capacité et si j'ai déployé ce qu'il faut, que j'ai mes cibles et que quelque part, je suis très très performant et j'arrive à très bien collecter. Si j'ai autant de cibles en avance que finalement j'ai de collecte en vase, pourquoi pas? C'est pas si facile que ça, on est d'accord. Mais après, il faut rester lié à une même stratégie. Il faut rester lié à une même stratégie. Et je pense aujourd'hui que de toute façon, la SCPI doit être un produit diversifié. Donc tu le penses vraiment, pas de thématique? Non. Pourquoi? Parce que la thématique, c'est très bien quand tu as le vent dans le dos. Ouais. Le jour où mon marché se retourne, je fais quoi? Si je suis coincé dans une thématique, alors la thématique, elle peut être géographique ou sectorielle, finalement. C'est vrai. C'est la même chose. Mais moi, je considère que la SCPI, c'est un produit pour moi qui doit être diversifié. En fait, il faut juste revenir à la genèse de ce que cherchent nos clients quand ils viennent investir dans une SCPI. S'ils veulent porter un risque particulier et tenter une sorte de pari, finalement, ils font leurs investissements locatifs eux-mêmes. C'est vrai. Donc, finalement, si je viens investir dans une SCPI, c'est que j'ai envie d'être diversifié et de, quelque part, diluer mes risques et d'être exposé à davantage d'actifs. Mais aussi pas gérer mon appartement. Et aussi pas gérer, voilà. Effectivement, c'est un autre volet. Mais ce que nous demandent nos clients, c'est d'avoir un navire qui va les amener à bon port. On l'a dit tout à l'heure, en 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y aura des cycles. Il n'y aura peut-être pas que des bonnes années, mais le tout, c'est d'être capable de s'adapter. Et je crois que c'est ça qui est fondamental, parce qu'encore une fois, la durée d'investissement de nos clients, en moyenne, en France, sur une SCPI, elle est supérieure à 20 ans. C'est là aussi où il ne faut pas se tromper de débat, et là, ça me fait le lien à ce que je disais tout à l'heure avec les institutionnels. La SCPI doit rester un produit de long terme. Il n'est pas question pour nous de conseiller à un client d'investir sur une SCPI si son horizon d'investissement, c'est 4 ou 5 ans. C'est vrai. C'est pas cohérent. Je ne sais pas si tu te souviens du film Apollo 13. Ouais. Essayer de rendre la SCPI comme produit liquide, c'est essayer de mettre le carré dans le rond. Ouais, on a essayé d'y réfléchir pendant des années. Et un immobilier n'est pas liquide par nature. Et son marché ne l'est pas. Voilà, on est sur des marchés non cotés, donc je rejoins parfaitement là-dessus. C'est un marché où il y a des risques, il ne faut pas les oublier. Et donc, les possibilités d'offrir des liquidités assez courtes, à notre sens, est un danger futur. Donc ça, il faut être... Les durées de recommandation sont entre 8 et 10 ans en fonction des SCPI, ce qui est à notre sens le minimum. Et quelque part, est-ce que finalement nos investisseurs sont eux-mêmes peut-être plus de bon sens que la réglementation ou ce côté où on est toujours poussé à démontrer les frais? Nous, on le voit aujourd'hui avec notre premier fonds, qui n'est pas une SCPI, qui a été lancé. On approche de la phase terminale du fonds. Et j'ai des investisseurs qui me disent on n'a pas envie de sortir. Ça m'étonne pas. La question pourquoi ils n'ont pas envie de sortir, c'est juste parce qu'il y a une performance qui leur convient, avec bien sûr un risque qui leur convient, sur des actifs qui respectent une certaine stratégie, comme tu parles de diversification, de fonds de marché, de diversification en restant assez sécurisé. Et finalement, ils se disent pourquoi sortir aujourd'hui? Donc, dans les SCPI, ça doit rejoindre, je pense, la même chose. En tous les cas, nous, on est convaincus que c'est dans ce sens qu'il faut y aller. Mais pour cela, il faut créer de la performance. La performance de la SCPI, à notre sens, c'est du rendement. On rappelle que ça a été créé pour les retraités à la base. Et ça devient de plus en plus, c'est un véhicule qui se rajeunit pas mal,
qui répond aux besoins aujourd'hui des jeunes épargnants. On va peut-être en parler avec... C'est un produit de rendement immédiat ou différé. Oui, c'est une pâte à modeler finalement de C'est- l'épargne immobilière. C'est moi ce que j'adore dans le véhicule, de la SCPI, c'est que quand tu en maîtrises le contour juridique fiscal, finalement c'est un outil qui te permet de t'adapter à peu près à toutes les stratégies. Ouais. Tu peux faire une excellente stratégie de transmission avec une SCPI. Tu peux faire une excellente stratégie de préparation retraite avec ta SCPI. Tu peux faire une excellente stratégie de préparation des études ou du début de la vie active pour tes enfants avec une SCPI. Ça fait déjà pas mal. Ça me rappelle des plans d'épargne. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les clients, du moins tes clients, demandent des logiques d'épargne ou c'est plus des logiques de placement? Non. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a vu les SCPI se vendre plus en mode stock. Pourtant, nous, on est assez partisans de ces logiques de DCA, de dire mettez un peu tout le temps à régularité constante, ça vous permettra de constituer un patrimoine. Nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est d'être guidés. Bien souvent, le prospect type, on va dire, dit voilà, j'ai constitué cette épargne, mais j'ai pas de stratégie, en fait. J'ai diversifié. Non, j'ai pas diversifié, j'ai dilué. C'est pas parce que j'ai ouvert 3 contrats d'assurance vie, que j'ai 5 livrets différents, 3 banques, que je suis diversifié. C'est pas vrai. Ouais. Je suis dilué. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas, souvent, et ce qu'ils cherchent dans l'accompagnement qu'on peut leur proposer, c'est des caps. Avec des horizons et des stratégies, justement, qui sont différenciées. J'ai rarement vu quelqu'un venir me dire « Je voudrais investir dans de la CPI et je voudrais savoir laquelle vous me recommandez. » C'est rare. Okay. Ce qu'ils cherchent, en fait, c'est une stratégie et nous demander quels outils on peut leur mettre à disposition, quelle stratégie on peut leur construire pour les accompagner et les aider à arriver à cet objectif. L'objectif de vie, il peut être multiple. Pour certains qui travaillent énormément, ça va être de s'arrêter à 50-55 ans, ou de pouvoir faire une autre activité. C'est dans l'air du temps, de se dire que je ne vais pas forcément faire le travail que je fais au rythme où je le fais jusqu'à 65, peut-être plus. Pour beaucoup, c'est préparation aussi de la retraite. Si je veux aller jusqu'au bout, plus personne n'a la conviction que le régime général va suffire. Enfin, il faut vraiment avoir la tête dans le sable pour penser que ça va suffire et que ça va être une bonne stratégie de Donc faire c'est une confiance complémentarité de retraite, bien sûr, préparer l'éducation des enfants, bien sûr. préparer des projets de vie. Et la SCPI, en ça, pour eux, ça leur apporte un cadre qui est sécurisant, c'est-à-dire que ça reste un actif tangible, intermédiaire, mais on reste quand même dans l'investissement tangible. En tant qu'expert du patrimoine, tu accompagnes tes clients, diversification, tu dois les guider. Si on revient au thème un peu qu'on a tiré au sort, les néo-SCPI, comment tu t'y retrouves dans ces quarantaines de SCPI? Finalement, il doit y avoir... comment tu tries? C'est quoi tes... Écoute, déjà, franchement, si tu passes un peu par la passoire que je t'ai décrit tout à l'heure, les filtres... Mais tu les as toutes passées? On les a passées, oui, beaucoup. Ah De toute façon, tu sais, tu as la transparence de tout. Aujourd'hui, oui. Je pense qu'en fait, c'est ça aussi qu'aiment nos clients, c'est que, je veux dire, un bulletin trimestriel d'une SCPI, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de produits financiers dans lesquels tu trouves une telle transparence. C'est vrai, de manière assez régulière. Tu sais ce qui est fait chaque trimestre. Tu connais les valeurs d'expertise. Semestrielles maintenant. Semestrielles maintenant. Donc tu as quand même un point précis et régulier sur ça. Donc il y a beaucoup de transparence. Finalement, les chiffres, je ne vais pas faire celui qui a prédit la précédente crise, mais on a quand même à se féliciter d'avoir extrêmement peu de clients qui sont sur des SCPI. Tu parles d'Eternia Patrimoine. Ouais. Très 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 peu, pour pas dire quasiment pas. C'est pas de la chance ou c'est pas le fait du prince. C'est qu'à un moment donné, je te décrivais tout à l'heure les stratégies. Tu analyses les bulletins trimestriels et tu les vois, les ratios. Je veux dire, qui commencent à se dégrader, qui sont plus adaptés. Et si tu anticipes un peu que tu vas vers un monde où les taux d'intérêt vont augmenter, tu te rends très bien compte qu'une SCPI qui distribue 4 ou 4,5, ça ne va pas tenir longtemps.
ce marché-là. Mais une néo-SCPI démarre, donc une nouvelle SCPI, je vais arrêter de dire néo-SCPI, mais une nouvelle SCPI qui démarre. Comment tu lui donnes ta confiance? Mais la confiance, comme souvent aussi dans la finance, c'est aussi une affaire de capitaine et de personne. Ok. Tu lances une nouvelle SCPI, d'accord? Mais je veux dire, toi, tu as un track record. Tu as une expérience dans le métier. Effectivement. Bon. Donc ça, finalement, ça vaut largement autant que le track record de la SCPI en elle-même, qui peut, en plus peut finalement changer de stratégie de gestion en cours de route. Donc finalement, encore une fois, le capitaine qui est aux commandes, et l'équipe de gestion qui est aux commandes. Je pense que c'est plus l'équipe de L'équipe gestion. voilà, mais qui a été choisie aussi. Bien sûr. Voilà, c'est un tout. Bien sûr. Mais ça fait vraiment pour nous la différence parce que finalement, la confiance que nos clients nous accordent, eh bien, il faut qu'on la place entre de bonnes mains. Parce qu'ils nous accordent beaucoup de confiance. Quand ils viennent nous voir, ils ne savent pas vraiment vers quoi investir, donc ils se reposent sur nous sur ce sujet-là. Donc pour nous, le pire, ça serait finalement cette confiance qu'ils nous ont accordée, d'aller la déléguer sur de mauvaises personnes. Donc tu attaches beaucoup d'importance à l'équipe de gestion, et donc tu t'attardes sur la compréhension de track record de l'équipe de gestion. C'est ça. Et leur capacité à délivrer finalement ce qu'ils sont en train de promettre. Voilà, c'est-à-dire que déjà, sur les toutes premières acquisitions, tu as quand même rapidement fait le lien entre les promesses et la réalité. Dire, si ta stratégie que tu m'as décrite, elle va vers A et que tu investis sur B, oui. Ça interroge. On sent très vite. Et souvent, elles ont quand même assez vite déployé aussi les premiers investissements, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir 2 ans ou 3 ans de recul pour voir ce qui se fait et si ça correspond à la promesse qu'on a faite. Et puis après, c'est dans la transparence, dans la communication. Moi, j'ai besoin de comprendre. Pour moi, j'investis que sur quelque chose où je comprends. Mais tu investis toi-même sur les... Moi, j'investis moi-même. Ouais. Sur les SCPI que tu proposes à tes clients. J'investis moi-même et j'investis pour les miens. D'accord. Voilà. C'est important. C'est hyper important. De toute façon, je n'amène, en ce qui me concerne, mes clients que sur des choses que je pourrais faire moi-même. Je ne fais pas tout non plus. Oui. J'aimerais. Mais qu'on pourrait en tout cas faire, que je pourrais faire pour moi-même et que surtout que je comprends. Ok. Voilà. On parlait tout à l'heure du bon sens. Ça me paraît être un des fondamentaux de l'épargne. Comprendre ce qu'on achète. Et comprendre quels sont les risques qui sont attachés, parce qu'il n'y a pas de mouton à 5 pattes. Moi, je suis d'accord avec toi sur le bon sens paysan, entre guillemets. C'est toujours penser que le monde se renouvelle, mais la créativité humaine a ses limites. Et finalement, il faut revenir aux basiques. Et pour nous, dans la SCPI, pour aller dans le sens de ce que tu dis, le plus important, c'est les modèles de gestion. Je pense qu'entre les anciennes SCPI, si on doit parler des nouvelles, et les projeter sur comment ça pourrait évoluer dans un avenir, c'est avant tout, je pense qu'il faut que les gérants fassent leur métier, tout comme les conseillers aussi doivent faire leur métier. On reste dans un monde qui est très réglementé, il faut le rappeler, et qui a beaucoup de risques. La vie n'est pas forcément faite comme on a envie qu'elle soit faite, et donc faire attention à la transparence de l'information, ne pas trop en faire d'un point de vue communication et marketing, mais surtout revenir aux basiques de la gestion. Parce que les cycles, tu le disais, deviennent de plus en plus réguliers, mais ils deviennent de plus en plus amples. Nous, on le voit aujourd'hui, un dernier cycle hôtelier qui a duré de 2020 à 2022, on a fait quasiment moins 40 à moins 50% sur le marché. Donc, c'est autant d'opportunités à aller chercher en sortie de crise, Bien sûr. Mais il faut être du bon côté du cycle. Et pour nous, ce qu'on voit, et les Américains, on n'a pas inventé grand-chose, mais les Américains, depuis 10 ans, ont commencé à monter des méthodes de gestion. On parle toujours d'immobilier non coté, des méthodes de gestion basées sur la data, basées sur la technologie, et qui permettent de naviguer. Après, je dis toujours à mes clients et à mes partenaires, on n'est pas des magiciens. Donc on navigue, l'erreur est humaine, mais derrière, il faut se donner les moyens de pouvoir éviter, autant que faire se peut, de tomber dans un mauvais cycle. Et c'est important que la profession, à mon sens,
aille dans ce point-là. Et c'est pour ça aussi que l'échange avec les partenaires est très important. C'est un peu le baromètre du marché. C'est ça. Et puis ça fait le lien aussi avec la diversification. Tu parlais d'opportunité. Finalement, l'opportunité, encore faut-il que je me sois donné un périmètre suffisant pour aller la chercher. Alors, oui. Il y a ça aussi. Je pense que la diversification dont tu parlais, donc c'est-à-dire cette ouverture sectorielle, européenne, internationale dont on parle, c'est une source d'opportunités. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas niché sur un marché. Si mon marché se retourne, pop, je peux aller dans un autre marché. Et ce n'est pas nouveau, ça a commencé depuis maintenant des dizaines d'années, avec certaines sociétés de gestion, mais c'est la logique de neutraliser tous les risques. Il y a beaucoup d'opportunités, il paraît, sur le marché maintenant depuis des années. Quand j'ai commencé dans ce métier, il paraît qu'il y en a beaucoup. Ouais. Non, mais c'est sûr. Non, il ne faut pas voir l'opportunité. Non, tu peux, en fait, en tout cas, aller saisir et effectivement changer, adapter. Ajuster. C'est la boussole. C'est ça. Il faut avoir une boussole, c'est comme un GPS. Quand tu as un embouteillage dans une rue, il faut pouvoir recalculer pour passer sur l'autre rue. L'idée, c'est d'aller au même endroit. On est d'accord. On ne va pas changer. C'est d'aller dans le même endroit, c'est-à-dire la performance. Mais derrière, il faut adapter sa trajectoire en fonction des opportunités. Et il y a des cycles de marché. On parlait à un investisseur il y a 2 jours. On faisait un flashback sur les 5 dernières années et on lui expliquait que jusqu'à la période fin 2021, début 2022, on était sur des marchés qui étaient des marchés vendeurs. Donc sur cette période, il ne fallait surtout pas acheter. Là où il y avait le pic de collecte. Quasiment, effectivement, il y a eu un pic de collecte et un pic d'achat. Et effectivement, moi, on a entendu sur le marché des bruits qui disaient, dès l'augmentation des taux d'intérêt, il y a énormément d'opportunités, mais on le voit bien, il y a eu une période de quasiment 12 à 15 mois qui était une période d'incertitude totale. Et donc, dans l'incertitude, ni acheter ni vendre. C'est ça. Parce qu'il y en a plein qui sont rués à la vente, il y en a plein qui sont rués à l'achat, mais il fallait ni acheter ni vendre parce que c'est des risques qu'on fait prendre aux investisseurs. Et donc, depuis la baisse des taux, oui, on commence à être sur un marché qui est acheteur. On peut vendre si on a l'obligation de vendre, mais doit être plus sur un marché d'achat. Qui est plus confortable à l'achat qu'à la vente aujourd'hui. Attention de ne pas oublier ce qui s'est passé par le passé et d'en tirer les bonnes conclusions. Donc, c'est les fameux biais cognitifs sur lesquels on va en sortir. De toute façon, tu as quand même aussi, tu as toujours, et c'est pas propre qu'à l'immobilier, tu as de toute façon toujours un effet qu'on appelle moutonnier, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais si tu le fais sur les autres classes d'actifs, par exemple sur les actions, tu peux te surprendre à prendre la courbe des marchés, du CAC 40 par exemple, et tu mets la courbe de collecte des fonds qui sont investis sur le CAC 40, et c'est la même. Oui, une corrélation qui est assez forte. Les pics de collecte et d'investissement sont faits quand le marché est en haut. Et les déficits de collecte sont quand le marché est en bas, où finalement il y a les meilleures opportunités. C'est la même chose. Une action qui a baissé, si ses fondamentaux sont bons, toutes choses égales par ailleurs. Parce que bien sûr. Il peut y avoir des baisses qui sont explicables et sur lesquelles il y a un relais relais très intéressant à faire avec le monde du non-coté et de la gestion des SCPI. C'est pour ça qu'on est très partisan des stratégies opportunistes. Mais stratégie opportuniste n'est pas d'acheter tout le temps et de partout. Quoi. Exactement. Alors si je peux me permettre à mon tour une question, Mansour. Bien volontiers. On a parlé des néo-SCPI, donc la SCPI que tu as lancée il y a quelques mois en est une. Comment, par contre, toi, tu vois la prochaine évolution ? Comment ta nouvelle SCPI, tu la vois s'adapter ? Qu'est-ce que tu vois arriver ? Je sais bien que tu n'as pas de boule de cristal, mais voilà, les prochaines tendances et comment toi, tu penses faire évoluer ton véhicule pour qu'il s'adapte à ça ? Alors, effectivement, on n'a pas de boule de cristal, mais on a monté une boussole. Parce qu'on en a parlé, les cycles, l'amplitude, la diversification, le monde risqué dans lequel on est, des risques de marché, des risques géopolitiques, inflationnistes. Donc il faut savoir agir et s'adapter. Et ce qu'on voit et ce qu'on aime bien chez MNK, c'est d'être à l'affût de modernité. Donc on regarde où sont les nouveautés qui se créent dans le monde et on essaie de les adapter à notre modèle de gestion. Je pense que quand je parlais de bon sens paysan, il faut revenir au métier. Voilà, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'étaient pas moins intelligents que nous, mais ils avaient beaucoup de bon sens. Et ce bon sens permet d'éviter, dans tous les cas,
de sombrer dans ce sentimental. Hein. On vit dans un monde d'émotionnel, on voit bien le marketing, la consommation de partout, on est dans ce côté qui est très oui, on veut tout de suite. Le métier d'investissement est un métier de patience. C'est pour ça que dans les opportunités, non, si je devais acheter tous les actifs qu'on m'a présentés comme des opportunités, je pense que je ne serais plus dans ce métier-là. C'est un métier de patience qui nécessite de la rigueur, qui nécessite de l'analyse, et pour analyser selon les mêmes méthodes et éviter le risque du gérant, hein, parce que ça c'est un risque dont personne ne parle, mais nous on est très vigilants au risque du gérant, je pense que le métier de demain, dans tous les cas d'aujourd'hui, mais qui doit évoluer dans les prochaines années, dans le métier de société de gestion, c'est avant tout avoir les outils, donc avoir un historique, la fameuse data, qui est partout dans le monde, mais surtout avoir les outils qui permettent de la comprendre, de l'analyser, et à la fin, l'humain intervient, mais en ayant essuyé un maximum de biais cognitifs. On parle beaucoup de risques chez MNK. L'investissement, pour générer de la performance, il faut prendre des risques, mais je le redis, le risque le plus important, et tu l'as dit finalement indirectement tout à l'heure, c'est le gérant, c'est sa capacité A. Mais la capacité A ne doit pas être aussi autour d'un seul bonhomme. C'est une équipe, et moi, mon objectif, c'est que si Mansour Khalifé devait s'absenter pour aller marcher dans le désert, finalement, il faut que la boutique tourne. Le métier de demain, les Américains y sont déjà, c'est de la tech. Oui. Si on n'intègre pas de la tech dans nos modèles de data et d'analyse, je pense qu'on va continuer à dire le contraire de ce qu'on a dit il y a quelques années, et on va continuer à essayer de prouver que finalement demain sera meilleur qu'hier, mais on restera toujours dans cette même logique. Imagine-toi des salles de marché avec des traders qui ont des bouts de papier et des bouts d'Excel pour calculer les valeurs ou le pricing des actions. C'est inimaginable aujourd'hui. C'était le cas il n'y a pas si longtemps. Et quand on regarde les outils des salles des marchés, elles sont impulsées, elles sont renforcées par de l'intelligence artificielle, de l'historique de data, pour faire de la prospective. Donc notre métier n'est pas de piloter à vue, mais de piloter aux instruments, par analogie à l'aviation. Et le pilotage aux instruments, c'est juste un GPS. Et ce GPS, nous l'avons mis en place chez MNK, et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Aujourd'hui, il apprend, et tu vas l'utiliser de plus en plus pour t'aider à... On a toujours l'impression que l'IA est intelligente. L'IA, c'est un enfant qu'on a besoin d'éduquer et d'apprendre. Et effectivement, oui, ça apprend très vite. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de répéter plusieurs choses, parce que ça emmagasine. C'est la puissance de la technologie. Il faut en profiter. C'est dommage, finalement, de ne pas en profiter. On voit bien, tous les métiers en profitent aujourd'hui. Regarde, tes enfants et les miens sont sur ChatGPT tous les matins. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins humains ou qu'ils sont moins intelligents. C'est d'autres réflexes. C'est d'autres réflexes et c'est d'autres outils pour finalement s'assurer ou se challenger ses propres idées. Mais là où je te rejoins à 100%, c'est... Après la data, c'est apprendre à utiliser la data, parce que sinon, ça fait ce que moi j'appelle des cimetières de données, quoi. C'est comme, tu vois, quand on fait du sport, on a tous Strava. Oui. Strava, tu as une quantité de data qui est inimaginable. Ça dépend ce que tu en fais. Mais on est, pour beaucoup, on n'est pas capable de les exploiter. Pour moi, les professionnels le sont. Pour moi, la data n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Nous, on est prêt à la donner à qui veut, la data elle-même. Après, ce qui fait de la valeur dans la data, ou dans les modèles, c'est les modèles de calcul, c'est le raisonnement mathématique qu'il y a derrière, et qui est raisonnement économique aussi de marché, d'essayer de comprendre c'est quoi une inflation, c'est quoi la corrélation que j'ai entre, je sais pas moi, l'intégration de l'IA dans les villes par rapport au mètre carré de bureau. Bon, voilà, vieillissement de la population, par exemple. On a les proximités avec les ports, les taux de consommation. Donc, c'est de la donnée chiffrée, mais qui ne veut rien dire si on ne sait pas la comprendre et la manipuler. Par contre, pour la comprendre et la manipuler, surtout quand on va à l'international, dans un monde qui est, je ne vais pas dire infini parce qu'on reste limité, mais aujourd'hui, nous, on couvre 3500 villes dans nos modèles. Je ne pourrais jamais mettre autant d'êtres humains pour comprendre les 3500 villes dans les modèles. Donc, tout ça plaide dans le sens que oui, il faut de la data, il faut avoir des spécialistes de data,
et il faut intégrer dans tous les cas des raisonnements qui sont ce qu'on appelle en anglais « powered by AI ». C'est très important. C'est hyper positif. C'est-à-dire que finalement, la machine va nous aider, mais que ça ne nous remplacera pas. J'espère, dans tous les cas, et c'est tout le but. Ça remplacera probablement des métiers, mais pas tous les métiers, et il y en aura d'autres qui vont être créés. Merci pour ta question, merci pour cet échange. J'ai été ravi que tu viennes de Bordeaux pour nous voir à Paris. Merci pour toutes ces idées. On est ravis de continuer à mettre en avant nos partenaires qui partagent avec nous, j'ai envie de dire, les mêmes valeurs. Alors, avant de conclure, toujours la fameuse casquette « Make SCPI Great Again ». J'espère que tu en feras un très bon usage. La portée. Donc, merci encore, Romain. Merci, Mansour. À très vite dans MNK Talk. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube. Très, très vite, au prochain épisode.